première et non la dernière. Alors, comme on a 24 items à l'ordre du jour, on va essayer de ne pas vous garder jusqu'à midi. Alors, l'ouverture de la séance est faite. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2016. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2016. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 6, le rapport des membres du Conseil et du maire. Point 7, résolution pour la modification du calendrier 2017 des séances du Conseil. Résolution pour la signature du protocole d'entente du programme d'infrastructure Québec Municipalité Assainissement des eaux usées. Résolution pour un mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions pour le financement du règlement d'emprunt numéro 563-2016. Au point 10, une résolution d'autorisation d'intervention dans un contrat entre M. Vincent Gagnon et le MTMDET. Au point 11, une résolution pour l'adoption du règlement numéro 570-2017 pour l'établissement et l'administration du réseau d'égouts. Au point 12, une résolution pour l'adoption du premier projet de règlement numéro 571-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 305 afin d'encadrer les cafés-terrasses et autoriser spécifiquement un tel équipement dans la zone AC1. Au point 13, résolution d'adoption du premier projet de règlement numéro 572-2017 pour l'établissement des chenilles et des châteries. Point 14, résolution d'adoption du règlement de taxation numéro 573-2017 déterminant le taux de taxe foncière générale à taux varié, les taux des taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Au point 15, l'embauche de M. Patrick Dumas à titre de pompier. Au point 16, la résolution pour la révocation du mandat de M. Lucien Darvaux à titre d'administrateur de classe A pour le club nautique de l'île de Bacchus. Point numéro 17, résolution pour la nomination de M. Patrick Labbé à titre d'administrateur de la classe A pour le club nautique de l'île de Bacchus. Point 18, avis de motion pour le règlement 571-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 305 afin de prévoir des normes générales pour autoriser les cafés-terrasses dans la zone AC1. Au point 18, l'avis de motion pour le règlement 572-2016 pour les règles d'établissement des chenilles, châteries et services pour animaux domestiques. Point 20, avis de motion pour la modification au règlement RMU 02 529-2012 concernant les animaux. Au point 21, les comptes à payer. Point 22, correspondance. 23, période de questions. Et 24, clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption? Mme Deslauriers. Comme vous pouvez voir, notre directrice générale commence à faire une obsession des comptes de taxes. On est là-dedans. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Pour appuyer, c'est Mme Deslauriers qui propose. Alors, M. Milot qui appuie. Pour le procès-verbal de la séance du 5 décembre, proposé par... Je propose. J'appuie. Et pour l'adoption de la séance extraordinaire du 12 décembre. Je propose. J'appuie. Alors, au niveau du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a eu 4 permis émis en décembre pour des travaux d'une valeur de 133 000 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil. M. Milot. Bonsoir. Moi, ça va être très court. J'ai participé à la séance du 12 décembre. Après, ça a été le congé des fêtes. Mais M. Milot est au parti. Oui. Des employés municipaux et des pompiers. Oui, oui. M. Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, même chose que M. Milot. Adoption du budget, 12 décembre. La fête avec l'équipe municipale et les pompiers. Très bien là-dessus. Ensuite, le calendrier 2017 de la MRC, j'avais donné mes avis pour les photographies. Donc, le calendrier est disponible maintenant depuis quelques semaines. Ensuite, j'avais reçu une plainte relative aux odeurs des égouts. Ça, c'était au niveau de mes responsabilités en environnement. Donc, j'avais appelé M. le maire tout de suite, après que j'ai eu la plainte en question. Puis, vous m'aviez dit que c'était des travaux il y avait des vidanges qui se faisaient mensuellement et que c'était sous contrôle. Ça a été fait.
Ensuite, j'ai travaillé au niveau du journal autour de l'île sur la gouvernance et l'éthique, nouveau cadre. Et puis, on a fait des lectures avec le conseiller de l'île ici et avec les gens qui œuvrent au journal autour de l'île. Et nous nous rencontrons demain soir pour mettre de l'avant les différentes propositions. Donc, ça devrait sortir fin février là, comme mouture. Mais donc, ça m'a intéressé dans les dernières semaines. Ensuite, j'ai rejoint M. Conrad Gagnon, qui est le président de la Fondation François Lamy, pour les plaques soulignant la vie du major Clément Gosselin. Et puis, on est sur le point d'arranger tout ça avec la famille Gosselin. Je vous tiendrai au courant pour des plaques à la maison là, des aïeux à Sainte-Famille. Ça devrait débloquer dans le courant de l'été 2017. Et puis, dernière chose, bien, en tout cas, ce serait intéressant plus tard d'en reparler pour le pont. C'est sûr que c'est plus que municipal, c'est plus que MRC, mais il y a des gens qui parlent de regrouper les MRC de l'île d'Orléans avec Cour de Beaupré, tout ça, pour avoir un pont plus à l'est. C'est vrai. Ah, ouais. Les députés fédéraux veulent avoir un pont plus à l'est, Lauson, Beauport ou Boileau. Et tout ça. Donc, ce sera un sujet qui devrait nous intéresser. Hein? Non, le pont de l'île resterait là, mais en même temps, il y a un autre pont, mais sauf que c'est dans le même titre, t'es pas loin, t'es à 3 km. Et ça va amener des prises de position intéressantes. Oh, non, on n'aura même pas commencé notre retraite. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la municipalité dans le dernier mois. Je vous remercie. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Dans le fond, les mêmes rencontres déjà nommées. J'ai aussi participé aujourd'hui à une formation sur le projet de loi 122. Dans le fond, c'est un projet de loi du gouvernement québécois qui regroupe diverses dispositions et qui vient redonner aux municipalités un certain nombre de pouvoirs. Je dirais la plus grosse notion qui vient faire différent, c'est que maintenant, les municipalités vont être reconnues comme des gouvernements de proximité. Donc, à la limite, le ministère des Affaires municipales les municipalités deviennent légales du gouvernement du Québec, mais de façon plus proche des citoyens. Donc, toute cette optique-là amène aussi un changement de certaines règles, entre autres la gestion de l'argent. Au niveau des contrats de gré à gré, les municipalités vont avoir la possibilité de passer des contrats de gré à gré jusqu'à 100 000 bien sûr, avec certaines nouvelles normes de transparence. Mais en tout cas, il y a plusieurs normes qui sont appelées à changer. C'est encore un projet de loi, donc c'est sûr que les clauses ne sont pas définitives. Mais dans le fond, l'orientation générale, c'est que le ministère des Affaires municipales va être là maintenant pour aider les municipalités comme partenaires plutôt que de contrôler et chapeauter les municipalités. Donc, c'est sûr que c'est plus à long terme que les objectifs de cette loi-là vont porter leurs effets, mais c'était quand même intéressant comme formation. Et c'est tout pour moi. Merci. Madame Deslauriers, merci, Monsieur Delisle. Bon, mais bonsoir. Je voudrais tout d'abord souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2017, malgré qu'on avance dans l'année. Puis je donne mon rapport de les 2 derniers mois parce que je l'ai manqué le mois précédent. Bon, excusez-moi, j'ai un petit rhume encore. Je vous mentionne qu'il n'y a pas trop tard pour inscrire nos activités d'hiver qui ont été annoncées dans la mairie du mois de novembre et dans l'encarte du journal autour de l'île du mois de décembre. Mardi, le 14 novembre, j'ai participé à une conférence organisée par nos coordinatrices Véronique et Jessica. Madame Charadi, la coordinatrice des programmes Vie active et à pied, a parlé sur le mode de vie physiquement actif pour les aînés. Ces programmes sont offerts gratuitement pendant la session d'hiver ici à Saint-Laurent. Le 21 novembre, Jessica et moi-même avons suivi une formation en sécurité routière pour notre projet Tratibus. Tous les bénévoles impliqués dans ce projet sont reçus cette formation. Le projet Tratibus commencera bientôt et nous acceptons toujours les bénévoles qui aimeraient participer à cette activité. Le 22 novembre, j'ai rencontré avec les membres du comité organisateur du Réseau des femmes en politique municipale de la capitale nationale.
Nous avons finalisé le programme de notre activité intitulé Femmes et développement local des Filles du Roi au Conseil municipal, qui se tiendra mardi le 24 janvier à 19h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Pétronie. Le 15 décembre, nous avons produit une vidéo pour faire la promotion de notre activité d'échange et de réseautage. Toutes les femmes qui ont un intérêt par la politique municipale sont les bienvenues. Valérie Marcon, coordinatrice de programme Transport actif, projet à pied, à vélo, ville active, nous a envoyé un résumé des discussions qui se sont tenues lors de la marche de repérage le 23 novembre 2016 à Saint-Laurent-Île-d'Orléans. Nous étions 12 participants, dont M. le maire, M. Coulombe, et Mme Plomadon, directrice de l'école. C'est grâce aux idées qui sont échangées sur le terrain qu'ils seront capables d'identifier des obstacles au déplacement actif sécuritaire et qui les aideront à suggérer des recommandations. Le plan de déplacement devrait être prêt ce printemps. Le 25 novembre, j'ai assisté à l'Assemblée générale de la bibliothèque David Gosselin. J'ai aussi participé à toutes les réunions municipales concernant le budget 2017 et la partie de Noël de la municipalité. Les œuvres de Lily Coulombe ont été installées hier dans l'espace près du mur de l'entrée de la bibliothèque avec l'aide de Francine et Richard Simard. Vous serez en mesure de les apprécier durant les prochains 3 mois. Et aujourd'hui, je suivais la même formation que Sylvain de la FQM concernant le projet de la loi 122. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur le maire. Monsieur le maire était tranquille pendant 2 mois après avoir adopté le budget. On a eu une rencontre avec le ministre de la Culture, Monsieur Luc Fortin, qui nous a dit que l'île d'Orléans, c'était un arrondissement ou un lieu historique ou patrimonial comme toutes les autres de la province de Québec et qu'il n'y aura pas de statut particulier pour nous. Par la suite, il nous a dit, il y a la ville de Saguenay qui veut faire reconnaître un arrondissement patrimonial, des choses du genre, mais qui, eux, s'occuperaient de toute la gestion d'autorisation des permis dans le respect d'un plan de conservation qui sera fait dans le futur. Naturellement, le ministre nous a dit que, comme on veut garder le même statut pour tout le monde, que peut-être il ferait une étude pour augmenter les pourcentages de subventions pour les maisons répertoriées. Et un de ses grands souhaits, c'est que la MRC ou des municipalités de l'île d'Orléans prennent la responsabilité d'étudier les demandes d'autorisation en tant que lieu patrimonial de l'île d'Orléans. Lors de la réunion du conseil de la MRC qui a eu lieu la semaine dernière, il y avait 3 maires qui étaient en faveur de repatrier les obligations d'émettre les autorisations du ministère de la Culture et 3 autres qui étaient un peu contre. Je faisais partie des contre, mais en réunion privée tout à l'heure, la majorité des membres du conseil ont dit, étant donné que nos citoyens sont très mal desservis par les délais qui exigent les autorisations du ministère de la Culture, qu'on devrait peut-être en prendre la charge. C'est sûr que la charge, si on la prend, s'ils ne prendront pas le plan de conservation, on peut dire, ils vont nous demander d'instaurer, de mettre dans nos règlements municipaux quelque chose qui va se rapprocher du plan de conservation. Et ils ne nous demanderont sûrement pas toutes les responsabilités. Ça va aller par étapes pour donner des responsabilités. C'est un dossier à suivre. Lors de cette rencontre avec le ministre de la Culture, son sous-ministre adjoint devait nous rencontrer dans le futur. Ça fait plus d'1 mois, on ne l'a pas rencontré, pour nous soumettre une idée des pourcentages de subventions en fonction des différents travaux de restauration sur une résidence. Quand on l'a rencontré, j'ai pris la peine de le spécifier. Si le ministère décide de mettre plus d'argent, il ne faudra pas qu'exiger, comme actuellement, que la MRC mette $1. Actuellement, l'entente avec le ministère de la Culture pour les subventions à la restauration ou à la rénovation, c'est que le ministère de la Culture va mettre $1, mais la MRC a l'obligation de mettre $1. On a dit, on n'a pas les moyens, nous autres, de mettre 300 000 $, 400 000 à la MRC pour faire de la restauration pour l'ensemble du peuple québécois.
Alors, on attend toujours la suggestion du ministère. Lors de la rencontre de la MRC de la semaine dernière, on a eu des représentants on pourrait peut-être appeler ça le comité d'études du réseau de services rapides de bus. C'est un peu... il était un temps où que la région de Québec et Lévis parlaient d'avoir un tramway. Il y a eu une étude qui dit qu'un tramway, ça ne serait pas rentable parce qu'on n'avait pas une population assez grande à desservir avec un grand territoire. Donc, ils ont retenu l'idée d'avoir un service rapide de bus. Alors, ça fait presque 1 an qu'ils étudient cette possibilité-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aurait comme 2 lignes. Une ligne qui partirait de d'Estimauville, qui irait prendre le boulevard Charest un bout, puis après ça monterait sur le boulevard Laurier, prendrait le vieux pont de Québec pour s'en aller à Lévis. Du côté de Lévis, il y aurait peut-être une 3e ligne, ou un petit axe qui irait un peu vers Saint-Nicolas, et une autre ligne qui serait complètement perpendiculaire à celle-là, qui partirait de la 47e rue, pour se rendre au Grand Théâtre, en passant par le Parlement, puis un petit peu par Saint-Roch. Ce genre de service de bus rapide-là, c'est des choses qui existent ailleurs. C'est des voies réservées uniquement à ces autobus-là, qui sont des autobus qui appellent des biarticulés, qui peuvent embarquer 150 passagers. Donc, eux, il y aurait comme une voie dans chaque direction qui leur serait strictement réservée. Les autres autobus ou les taxis ne pourraient pas passer là-dedans. Et ces bus-là auraient comme une priorité sur les feux rouges. Par rapport aux voies qui sont transversales, il y aurait 56 stations dans le projet, dont une première phase va être pour 2025 de mémoire. Ils ne nous ont pas dit si la première phase allait comprendre 10 stations, 40, ils ne savent pas encore. En tout cas, c'est une étude qui devrait être terminée début 2018. C'est un projet qui, si on veut préconiser le transport collectif, qui semble assez logique, mais qui demande beaucoup de coordination avec les services de la Ville de Québec pour éviter qu'en dessous de ces voies réservées pour les bus, qu'il n'y ait aucune utilité publique. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait d'égouts, il ne faut pas qu'il y ait d'aqueduc, pour qu'à un moment donné, quand ils vont faire des réparations, que le service de bus soit restreint. Puis en même temps, l'infrastructure serait faite pour peut-être un jour, quand la population aura tellement augmenté d'ici 2041, où un tramway deviendrait rentable, donc il pourrait se servir de ces mêmes infrastructures-là pour un jour instaurer un tramway. Alors, c'est des gens qui ont un budget de, je ne sais pas quand, je pense que c'est 12 millions qu'ils ont pour faire une étude pendant 2 ans. Puis sur le comité, bien naturellement, il y a les 2 maires de Lévis, Québec, il y a les directeurs généraux de ces 2 villes-là, des gens de chacun des réseaux d'autobus, RTC, Réseau de transport en commun Québec. Réseau de transport de la capitale. RTC, c'est ça. Parce que je disais RTC, mais je voyais RCT, fait que là, j'avais comme de la misère à le faire. Puis celui de Lévis, puis des gens qui ont été nommés pour travailler là-dessus. Alors, c'est un projet qui est à l'étude, si on peut dire. Et ce que je voulais spécifier, c'est que Mme Deslauriers est la première élue municipale que je connaisse qui a réussi à avoir son diplôme d'administratrice municipale agréée. Félicitations, Mme Merci Deslauriers. beaucoup. Bon. À vous la parole, Mme Moisan. Alors, on est rendu au point 7 pour une modification du calendrier 2017 des séances du Conseil. Alors, il y aura quatre séances qui sont modifiées. Il y aura la séance du 6 février qui va avoir lieu le 7 février pour éviter une séance extraordinaire à cause du financement pour les eaux usées. Il y aura le 4 juillet qui aura lieu le mardi au lieu du 3 juillet en remplacement de la fête du congé de la fête du Canada.
Il y aura mardi le 14 novembre pour de nouveau une partie du financement du projet des eaux usées au lieu du 13 novembre. Et le lundi, il devait y avoir une séance du lundi 4 décembre, mais elle va avoir lieu conjointement avec la séance du lundi 11 décembre pour une séance extraordinaire d'adoption du budget au lieu de faire déplacer les gens 2 fois. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Monsieur Pouliot, appuyé par Mme Deslauriers. Merci. La signature du protocole d'entente pour le programme d'infrastructure Québec municipalité. Alors, c'est attendu la confirmation de l'admissibilité au programme d'infrastructure signé par le ministre Sylvain Gaudreault le 24 octobre 2013. Attendu les protocoles numéros 200 000 et 200 001 259 signés avec le ministère des Transports du Québec. Alors, c'est la proposition autorisée. Le maire, M. Yves Coulombe, et la directrice générale a signé le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et relatif à l'aide financière dans le cadre du programme Québec Infrastructure Municipalité sous-volet 1.4. Alors, c'est proposé par... Je propose. J'appuie. Le point 9, c'est un mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions pour le financement du règlement d'emprunt 563-2016. Alors, toujours dans le cadre du programme PIQM. Actuellement, on a un règlement d'emprunt temporaire et il y a une règle, une obligation du ministère des Affaires municipales qui nous dit que tous les 6 mois, il faut rendre une partie de notre emprunt temporaire permanent. Alors, on va faire une demande d'emprunt permanent de 5 millions, Alors, qui va devenir un prêt remboursé en grande partie par le ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme des infrastructures Québec municipalité. c'est ça. Je propose. Merci. Le point 10, c'est une autorisation d'intervention dans un contrat entre M. Vincent Gagnon et le MTM-DET. Alors, attendu que dans le contrat de servitude de drainage et de non-construction à être consenti par M. Vincent Gagnon, propriétaire du lot 80-2, en faveur du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, la municipalité doit intervenir au contrat afin de donner son consentement et déclarer que les fonds servants serviront également pour une servitude à l'émissaire 11 permettant le maintien et l'entretien d'une Madame Moisan, on a sur d'autres émissaires le même problème. Ah, OK. L'émissaire, je ne sais pas, c'est l'émissaire 3 de mémoire. Qu'on a 2 servitudes. Ouais. On va sûrement avoir à signer OK. le même protocole pour chacun des... On est mieux de le faire l'un après l'autre pour Oui. fonction des ententes. Oui. C'est bon. Alors, et c'est également par le fait qu'aucune construction ne pourra être permise aucune construction permanente ne pourra être permise sur cet émissaire-là. Alors, c'est d'autoriser la directrice générale et le maire à signer les documents nécessaires à ce contrat. C'est un émissaire dans lequel on appelle notre émissaire domestique au fleuve. C'est-à-dire le retour des eaux qui sont purifiées par nos étangs qui retournent au fleuve. Donc, le ministère avait pris une servitude pour le pluvial. Puis nous, on est comme, je dirais pas Passager. comme passager avec le ministère des Transports. C'est proposé par Mme Deslauriers. C'est appuyé par J'appuie. M. Milot. Alors là, il y aurait une dispense de lecture pour les 4 prochains règlements. Les membres du Conseil présents déclarant avoir reçu et pris connaissance des règlements en question. Alors, il y a le règlement 576
570-2016 concernant l'établissement. 2016 ou 2017? 2016, celui-là. Tantôt, vous avez dit 2017. J'ai dit 2017, alors je vais vérifier que les dates correspondent Moi, j'avais bien. 2016, vous avez dit 2017. Ah, tantôt. je m'excuse parce que j'ai du 2016 et du 2017. Bon, c'est bon. Alors, l'établissement et alors, le règlement concernant l'établissement et l'administration des réseaux d'égouts, ça, c'est concernant l'administration, les rejets, les branchements, etc. Quelqu'un pour appuyer? Je veux dire, pardon, proposer, Mme Deslauriers. J'appuie. OK. Alors, du côté de l'adoption du premier projet de règlement 571-2016 modifiant le règlement de zonage 305 afin d'encadrer les cafés-terrasses et d'en autoriser spécifiquement un tel équipement dans la zone AC1. Pour votre information, la zone AC1, c'est la zone de la rue, de la route des Prévost. Et puis, encadrer les cafés-terrasses, ben, c'est parce qu'étant donné qu'il y a un motel déjà qui a comme des droits acquis au niveau Des services. des Classé services. service 4. Alors, on a un projet de règlement pour ça. Alors, c'est le lot, c'est pour rendre conforme le lot 225-29. Et c'est encadrer les cafés-terrasses et autoriser spécifiquement un tel équipement dans la zone AC1, vu que c'est en zone agricole. AC1, c'est agricole? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, c'est proposé par Moi-même. M. Pouliot, appuyé par J'appuie. M. Delisle. Quand vous dites adoption du projet de règlement, c'est le deuxième C'est le projet. premier, là, c'est le premier projet de règlement. On va avoir. C'est pas marqué premier. L'autre est marqué premier, mais pas lui. Ben, lui aussi, c'est le premier. Bon, Pardon. Il va y avoir une petite modification à faire. c'est bon. Alors, au point 13, c'est l'adoption du premier projet de règlement concernant l'établissement de chenilles et chatteries et services pour animaux domestiques. Alors, ça, c'est pour encadrer justement l'établissement de ces chenilles et chatteries, les distances, etc., etc. Est-ce que quelqu'un pour proposer Je propose. l'adoption? Milo? Oui. Monsieur Pouliot. Où est-ce qu'il est mon Julien Minot? C'est Serge Pouliot. Très bien. Le point 14, c'est l'adoption du règlement de taxation numéro 573-2017 déterminant le taux de taxe foncière générale, les taux à taxes variées, les taux des taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Alors, sans lire le règlement au complet, on peut vous dire que la taxe de catégorie résiduelle, c'est-à-dire résidentielle, sera de 40,73 sous du 100 $ d'évaluation. Il y aura la surtaxe, la taxe sur les immeubles résidentiels, qui est à 118 sous 73 du 100 $ d'évaluation. Les tarifs de compensation pour les ordures ménagères à 156 $ pour une résidence, 97 $ pour un gîte touristique et établissement offrant de l'hébergement, contre rémunération, bureau professionnel et entrepreneur général, 256 $ pour les commerces, 350 $ pour les fermes, restaurants, cafés, casse-croûtes ou établissements similaires, 510 $ pour épicerie, quincaillerie et autres établissements. Il y aura la tarification pour l'usage du bac à ordures pour les résidents près du chemin de la Chalouperie à 30 $. La vidange obligatoire des fosses septiques demeure à 70 $ par année pour une vidange qui sera faite aux 2 ans. Et du côté des chalets, bien, ça demeure la même chose, le montant prélevé à tous les 2 ans seulement. La tarification annuelle pour le développement tertiaire, bien, c'est fixé selon les modalités décrites à l'entente. Donc, ça, c'est selon la facturation que la municipalité reçoit. Permis de compensation de roulotte, il n'y a pas de changement, 51 et 94
par mois pour les gens qui ont des droits acquis pour les roulottes. Les versements se font toujours, les paiements se font toujours par 3 versements. Le 30 jours suivant l'expédition du compte est exigible le 15 mai, le 15 août pour les 2 autres versements. Et les intérêts demeurent à 12 %. Alors, quelqu'un pour... Si vous voulez connaître poser. le taux de taxation pour l'année 2016, c'était 0,3918 pour devenir en 2017 à 0,4073. C'est-à-dire une augmentation d'un peu moins de 4 %. Au niveau des ordures ménagères, c'est une augmentation pour les résidences de 2 $. Et le reste, c'est tout le même prix, le même tarif. Faut dire. Alors, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. propose. Monsieur Pouliot. Puis, Madame Deslauriers. On est rendu au point 15, l'embauche de M. Patrick Dumas à titre de pompier. Quelqu'un pour proposer? propose. J'appuie. C'est sur une recommandation de M. Yvan Garneau, directeur des services incendies. La révocation du mandat de M. Lucien Darvaux à titre d'administrateur de classe A pour le club nautique de l'île de Bacchus. Et M. Darvaux a mis sa démission, donc le conseil municipal doit révoquer son mandat à titre d'administrateur de classe A. M. Darvaux était administrateur de classe A pendant 13 ans. C'est lui qui, les dernières années, était le président du club nautique. Mais il dit, rendu à 73 ans, il dit « J'ai l'impression d'avoir fait bien mon devoir. J'ai une marina qui est en bonne santé financière. » Et lors du dernier conseil d'administration de la marina, ben, il a avisé les gens qu'il se retirait du conseil d'administration. Alors, comme dans la charte, c'est la municipalité qui doit révoquer les administrateurs parce qu'ils sont nommés aussi par la municipalité, les administrateurs de classe A. Au niveau de la marina, il y a 6 administrateurs, dont 4 sont des classes A, c'est-à-dire nommés par la municipalité et 2 nommés par les membres du club nautique. Alors, quelqu'un pour proposer la révocation du mandat de M. Darvaux? Je propose. J'appuie. Et au point 17, la nomination de M. Patrick Labbé à titre d'administrateur de classe A pour le club nautique de l'île de Bacchus. Alors, quelqu'un pour proposer sa nomination, s'il vous plaît? Je propose. J'appuie. M. Labbé est le fils de M. Régent Labbé, là, qui est lui-même membre de la marina. Mais son fils ne l'est pas, mais c'est lui qui s'occupe du bateau de son père à la marina depuis plusieurs années. Alors, on est rendu près de la fin. Le point 18, c'est l'avis de motion pour l'adoption qui aura lieu dans les semaines à venir pour le second projet de règlement numéro 571-2016 de façon à prévoir des normes générales pour autoriser les cafés-terrasses dans la zone AC1. Alors, quelqu'un qui donne cet avis de motion? Propose. Madame Deslauriers. Le second avis de motion à être donné ce soir, c'est encore une fois dans le cadre du règlement pour les chatteries, chatteries, chenilles et services pour animaux domestiques, afin d'en établir les règles. Alors, quelqu'un pour donner ça. La raison de ces avis de motion-là, c'est qu'il y a un délai pour un premier avis de motion qui est dépassé. Donc, il faut qu'on refasse un avis de motion parce que ça nous a pris un certain temps à adopter les projets de règlement. Je le donne. M. Milot. Parfait. Même chose pour l'avis de motion, la modification au règlement RMU 02-529-2012 concernant les animaux. Alors, c'est que le propriétaire de l'immeuble devra dorénavant fournir une copie de l'autorisation émise par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Une autorisation. C'est l'avis de motion qu'on dépose. Oui, c'est ça. Alors, je lisais l'avis de motion. Je ne la connaissais pas par cœur, celle-là. Non? Non. Alors, M. Delisle. Appuyez par. C'est l'avis de motion. Ah! Je me suis fait avoir. Manque d'expérience.
Alors, du côté des comptes à payer, il y a eu un total de 2 717 887 et 97 sous de dépenses à autoriser pour le mois de décembre. Ça inclut 2 factures de chez Lavalin, des factures du laboratoire de vérification de la conformité des matériaux etc. Et aussi de l'entrepreneur La Fontaine. Oui, c'est ça. Facture de La Fontaine, pardon. Alors, c'est ça. Et c'est appuyé par Serge Boulian. M. Boulian. Du côté de la correspondance... Dans la correspondance, on avait la lettre de démission de M. C'est ça. Barbeau en tant qu'administrateur de classe A. Période des questions. Ouais. Ouais, mais c'est parce que les autres, ce qu'ils disent, c'est qu'il va quand même rester des métrobus, des choses genre qui vont desservir les points où il y a moins de population pour justifier de faire toute cette infrastructure-là. Ça ne veut pas dire que dans un temps futur, ils ne le feront pas, mais pour l'instant, le projet, c'est vraiment de Stimoville, en passant par le vieux pont de Québec pour s'en aller à Lévis. Et contrairement à ce que le ministre Duclos du fédéral a dit, que le pont Pierre-Laporte ne pouvait pas supporter les services rapides de bus, c'est faux. Parce qu'un autobus rapide de 150 passagers, ça a un poids moins gros sur un essieu qu'un camion remorque de 53 pieds. Mais c'est... Non, c'est des autobus biarticulés, ça veut dire actuellement on a des... Je ne penserais pas. Non, ben là, non. Ouais. En tout cas, l'idée de passer sur le pont de Québec au lieu de passer sur le pont Pierre-Laporte, c'est que pour eux autres, pour leur dire que le pont Pierre-Laporte, là, c'est vraiment pour la circulation qui contourne Québec, comme les camions remorques qui s'en vont sur la Côte-Nord, des choses du genre. Puis pour un accès, pour desservir des gens qui s'en vont travailler, Place Laurier, Boulevard Laurier, Université Laval, des choses du genre, ben, c'est plus facile d'accès par le vieux pont de Québec. En tout cas, mais c'est ça. Ils arrêtent à Destimoville parce que déjà, c'est un projet, je ne me souviens plus du chiffre qu'ils ont mis, là, comme total de milliards. Là. Mais comme je vous dis, c'est une première phase. Ils parlent d'une phase pour 2025, là, qui est quand même... mais ils ne nous ont pas dit si ça allait faire 5 km ou bien 30. Là. En tout cas, c'est ça. C'est drôle quand même qu'on parle de tramway pour 2041, alors qu'en 1941, il y en avait. Oui, mais ce que les gens... c'est sûr, mais c'est parce que dans ces années-là, l'automobile était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. Les gens voyageaient quasiment en chevaux encore dans ces années-là. Ça fait qu'un transport en commun qui était électrique était peut-être plus... Oh, ils ne savent pas encore si ça va être électrique, hybride ou des choses du genre, là, mais... Là, il faut une étude de faisabilité, là, puis de coût en même temps. Là, mais... J'ai manqué là, le petit bout sur la résolution numéro 9, mandat au ministère des Finances pour recevoir les soumissions. Non, c'est parce que quand on fait un emprunt, il faut demander au ministère de demander des soumissions aux différentes institutions financières. Ouais. Puis en plus, ils ont des calculs. Tu sais, nous autres, si on fait un emprunt là, sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 3 on est capable de savoir ce que ça donne comme paiement. Mais les autres, ils ont des règles. Là. Ils ajoutent un pourcentage, ils soustraient, les taux d'intérêt sont variables. Mais... C'est vous qui décidez de la banque ou la caisse qui va payer. C'est ça. Le ministère des Finances, il va en appel d'offres, puis ils choisissent celui qui est mieux. Puis nous, on l'adopte.
Bon, on sait que dans ce temps-ci, des emprunts sur une période de 5 ans ne coûtent pas 3 2,48, 2,98, c'est variable. Normalement, les institutions financières qui font le plus de soumissions, c'est les caisses pop et la Banque nationale. Puis je vous dirais qu'à 95% du temps, c'est la Banque nationale qui est le meilleur marché. Par expérience, j'ai rarement vu la Caisse populaire obtenir un appel d'offres de soumission sur un emprunt par le ministère des Finances. Avez-vous d'autres petites questions faciles comme ça? Concernant les chenilles, y a-t-il un problème particulier avec un chenille ou avec... Non, on n'a pas de problème avec un chenille. Il y a eu on n'a pas de règlement concernant les chenilles. Puis, il y a eu comme des demandes dans différentes municipalités par des gens intéressés d'instaurer des chenilles. Fait que là, à un moment donné, on a dit à l'île d'Orléans, on va passer une réglementation sur les chenilles. Ben, ça vient de différentes municipalités qui sont faites demander les règlements sur. Oui, c'est similaire. La base est pas mal toute la même, les définitions, les choses du genre. Là. D'autres questions? Est-ce qu'il me serait permis d'ouvrir une parenthèse concernant les puits Oui. qui ont été touchés par les travaux? Oui. Je trouve toujours très anormal que le propriétaire devra à ses frais faire un puits et qu'ensuite il devrait réclamer. Oui. Je pense que ceux qui font le bris devraient prendre la responsabilité de corriger. Ouais. Et toutes les démarches avec, parce qu'imaginez-vous, faire les démarches, réclamer, je pense que le propriétaire devrait avoir le droit simplement de superviser tout ça et d'avoir quelque chose qui est assez sombre et qui correspond à ce qu'il y avait, simplement. Le reste, les autres taponnage, ça devrait pas. Oui, mais c'est faire une demande de permis à la municipalité, c'est pas très cher. Puis je pense que quand vous dites que le citoyen devrait pouvoir le faire à son goût, bien, en le faisant la demande lui-même, c'est sûr qu'il va le faire à son goût. Puis c'est la façon de faire du ministère des Transports aussi, de toute façon. Fait que même si on aurait voulu la changer, pour eux, c'est leur façon de faire. Mais c'est la municipalité qui faut réclamer. Oui, parce que c'est la municipalité qui va vous payer au nom du ministère des Transports et Qui va payer ceux-là qui ont un problème. J'espère que le ne s'adresse pas. je l'espère aussi. D'autres questions? Mais c'est la façon de procéder du ministère des Transports. La personne a conservé supporte tout le financement de ça temporairement. Oui, mais normalement, quand vous amenez la facture à la municipalité parce que votre puits a été creusé, c'est remboursé assez rapidement. Parce que de toute façon, on a donné le permis. Fait qu'en donnant le permis, on vient de reconnaître notre... à moins qu'on ne l'ait pas reconnu, là. Mais normalement, il y a une entente avec le propriétaire de dire, bon, ben, faites tes démarches, puis le remboursement se fait assez vite. Puis si vous entendez avec votre pucetier, il va dire, ben, gars, je vais te payer dans 30 jours, normalement, il accepte. Et après que le puits a été creusé, comment ça prend de temps avant d'être sûr que la qualité du puits est bonne? Parce que je comprends que quand on creuse un puits, ça peut prendre quelques temps. Oui, des fois, il est brouille. Ouais. Et si ce puits-là n'est pas conforme, on rembourse celui-là qu'on ne dérange pas que le reste. Ben, il y a un suivi au niveau de la qualité, de toute façon. Deux puits. Comment ça, 3 puits? Si le premier n'est pas bon. Ben, ça dépend c'est quoi, quel est quoi le problème. Si le premier n'est pas bon parce qu'il y a une odeur de soufre, ça va être une décision qui va être prise avec le citoyen et la municipalité à savoir est-ce qu'on met quelque chose pour enlever l'odeur de soufre, plutôt que de recreuser un autre puits qui risque d'avoir la même problématique. Ben, c'est sûr que ça ne sera pas des coûts qui vont se répertorier qui vont être échelonnés sur 20 ans, mais si ça se produit dans les premiers mois, puis que la personne, lorsqu'elle nous amène sa facture, elle dit, ben mon puits, la qualité de l'eau n'est pas parfaite, ben, on fait le suivi du puits. Après ça, il ne faut pas oublier une chose. S'il y a un problème, que le problème se répercute, que le problème est continu, et que les frais sont continus pour arranger tout ça, puis toujours, si on veut entretenir tout ça, là, qui paie? Ben, là, on ne peut pas dire d'avance ce qui va se passer. Il faut commencer par creuser le puits puis voir comment il va sortir comme qualité d'eau. Seulement
Typiquement, une lampe UV, par exemple, qu'on additionnerait, ça coûte 100 par année. Le payeur de taxes enlève ça de son compte des taxes chaque année. Pendant 25 ans, en même temps qu'on paye les installations. On n'a pas encore eu de cas, il va falloir les régler presque cas par cas avec chacun des propriétaires. C'est quand même des problèmes que les propriétaires auraient pu subir. En fait, nous, on vous a soumis la proposition, que ça pourrait être ça, la solution de ce problème. Mais, pour l'instant, ça pourrait être accepté par la municipalité. Et comme l'assurance municipale se dégage la responsabilité de la contamination de notre puits, on est comme en deux chaises. Je trouve que c'est comme on n'avance pas dans le dossier, on ne peut pas faire des expertises pendant l'hiver non plus. Je comprends qu'on a une solution temporaire avec le fondement, mais qu'est-ce qui va arriver au printemps? La municipalité se dégage les responsabilités, nos assurances nous disent que ça prend une expertise. On est comme un peu en deux eaux. Oui, mais ça, il faut quand même faire confiance au conseil municipal. On s'est entendu qu'on attendait le printemps pour voir si l'eau allait se rétablir ou pas. Puis au printemps, si ce n'est pas rétabli, on va trouver une solution commune. Puis la municipalité, même si l'assureur dit qu'il n'y a pas de, comment il disait ça dans sa lettre, qu'il n'est pas responsable, nous, on vous dit qu'on a une responsabilité sur votre eau potable, sur votre source d'eau. Tu peux aller jusqu'à recloser un puits, si c'est nécessaire. C'est qu'on verra en fonction des analyses puis de tout, là. Si la solution, c'est ça qui est envisagé, puis c'est ce qu'on pense que c'est la façon la plus permanente de régler le problème. Le service d'hydrogéologie du ministère des Transports soutient la municipalité beaucoup dans ces dossiers-là. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est quand même une relation citoyen-municipalité avec l'aide du ministère des Transports qui nous aide par leur expertise. Puis là, dans votre cas, comme vous dites, c'est l'hiver, on attend que la nature fasse son travail. Mais ce ne sera pas à nous d'assumer l'expertise, par exemple. Non, l'expertise du ministère des Transports, pour l'instant, est gratuite pour nous. Ah oui. Bon. J'entends quelque chose que je n'ai pas encore entendu. Là. En hiver, ça sert à rien d'essayer d'enlever les bactéries atypiques. Non, c'est parce que les bactéries diminuent avec le temps. Là. Dans les analyses, si on prend le cas de Mme Chabot, là, le taux de contamination diminue. Les bactéries atypiques ou les bactéries... Non, c'est des coliformes, des hauts colis. Sauf que nous, on prétend que notre puits, on pense qu'il a été descellé par les explosions et que l'eau de ruissellement rentre dans le puits et que quand il va y avoir la fonte des neiges, ça va venir. On pense ça. Je pense que c'est l'avenir nous dira. C'est le cas des bactéries qu'on appelle atypiques. Là, j'ai essayé de m'informer un peu sur c'est quoi les bactéries atypiques. Les bactéries atypiques se présenteraient quand il y aurait une infiltration d'eau de surface, possiblement. Mais encore dernièrement, le ministère des Transports nous disait vous avez encore des bactéries atypiques, M. Savard, alors pour une troisième fois, chlorer votre puits. Je pense que ça ne donne rien de chlorer le puits à ce temps-ci. Mais on me demande de le chlorer encore une fois. Ben, c'est parce qu'en chlorant votre puits, vous allez enlever les bactéries qu'il y a dans vos conduites, au moins. Puis vous allez voir si... Ça fait 2 fois que je le fais. Ouais. Est-ce que je continue une fois par mois? On analyse une fois par mois? Ben, En hiver, on nous dit que ce n'est pas le temps de le faire. Là. Il faut revoir au printemps avec la fonte des neiges plus. C'est ce que je pensais au départ. Mais j'ai reçu quand même un avis qui disait vous devriez refaire une chloration. C'est Mme Richard qui vous a avisé de ça? Oui. Ben, alors. Je comprends pas. Je pense pas. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ben, est-ce qu'elle vient de vous répondre ça il n'y a pas longtemps? Parce que là, nous, on n'est plus en communication avec... je sais qu'elle est partie avant les fêtes, là, ça fait que... OK. bon. D'autres questions? Il propose la clôture, M. Moulet, c'est ce que ça veut dire. Alors, merci de votre présence pour la réunion du mois de janvier. Puis, n'oubliez pas, ça va être mardi, le 7 février, la prochaine rencontre. Oui.